Alors, bonjour tout le monde. Comme on a un horaire assez chargé, on va commencer tout de suite pile à 45. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Alors, c'est une activité donc d'1h30 divisée en deux parties. Donc, je vais d'abord vous faire la présentation de notre projet de recherche, suivi de Christophe, mon allié ici, alors co-chercheur du projet, qui va animer la table ronde. Donc, on a 4 chercheurs très importants du réseau de la dépendance qui vont participer à la table ronde. Donc, dans un premier temps, je vous présente, on poursuit un projet de recherche depuis plusieurs années que je vais vous présenter. Et après, donc, la table ronde, c'est un peu revenir sur certains résultats du projet, puis discuter d'enjeux autour là, de l'adéquation des services, toutes sortes d'enjeux dans le domaine de la dépendance, un peu inspirés là, des résultats du projet de recherche que je vais vous présenter. D'entrée de jeu, je vous présente notre équipe, un peu cachée ici. Donc, notre équipe est constituée donc, de Christophe, qui est ici, qui est co-chercheur principal avec moi, Ziron Sao, qui est la statisticienne de l'équipe, et Guy Grenier, qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans. Donc, je voudrais juste souligner l'importance du travail de mon équipe, qui fait un excellent travail, puis c'est vraiment ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de notre travail d'équipe, donc ça m'apparaissait important de le souligner. Et aussi un remerciement au programme POD, donc Santé Canada, le ministère, l'IUD, pour leur financement. Là, on a reçu quand même 3 financements POD, sans lesquels on n'aurait pas pu faire notre projet de recherche. Donc, c'est important pour moi de vous souligner ceci. Et tout ça étant, la présentation n'avance pas. Mon soutien technique. Désolée. OK, là, ça va être correct. Oui, OK. Donc, ce que je vais faire avec vous, donc moi, je vais faire là environ 40 minutes. Je vais essayer de garder un 5 minutes qu'on pourrait discuter ensemble. J'aimerais bien avoir vos rétroactions sur le projet. Vous allez voir que les données que je vais vous livrer, c'est des données qu'on a exploitées pour les centres de réadaptation en dépendance. Donc, si dans la salle, il y a des gens qui sont dans les centres de réadaptation en dépendance, ça serait intéressant que vous nous disiez si la réalité que nous, on avait avec nos données, ça ressemble à la vôtre. Donc, ce que je vais vous présenter dans l'environ 40 minutes là, que j'ai, c'est les objectifs de notre projet de recherche. Je vais vous présenter notre cohorte parce qu'on a fait un suivi de cohorte et je vais vous présenter la base de données. Donc, c'est une cohorte qu'on a construite sur des bases de données administratives. Le gros de ma présentation, c'est vous présenter les profils de la clientèle en CRD. Donc, profil sociodémographique, clinique, d'utilisation de services. On a construit aussi beaucoup d'indicateurs de qualité des soins. Moi, je vous dirais que c'est mon champ d'expertise, travailler sur la qualité des soins, puis faire en sorte qu'on améliore les services de santé pour que ça réponde le mieux aux besoins des usagers. Et je vais vous présenter plus précisément les résultats d'un article qu'on a fait sur les prédicteurs de l'abandon en traitement en CRD. Donc, l'objectif de notre projet, c'était, à partir de banques de données administratives jumelées, de décrire les profils sociodémographiques, cliniques, d'utilisation de services et aussi extraire des résultats de santé de notre population qui a des troubles de l'utilisation de substances. Donc, parfois, je vais faire référence à TLS, parfois dépendance, qui sont traités dans les centres de réadaptation. Je vous dirais que c'est une cohorte, donc on a des données sur un échantillon sur plusieurs années. En fait, on a des données sur 20 ans. Puis bientôt sur 26 ans. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Et on a donc, ce qu'on a fait, c'est que notre année index, c'est 2012-2013. Donc, en 2012-2013, on a cogné à la porte, je dirais, de tous les centres de réadaptation du Québec pour avoir leurs usagers qui avaient utilisé leurs services durant cette année-là. Donc, c'est notre année index. Puis, quand on a eu les noms des usagers qui avaient donc été traités en CRD durant cette année-là, nous, on a demandé à la RAMQ, Commission d'accès à l'information, de nous donner tous les données administratives de ces usagers-là. Puis, je vais vous présenter un peu plus en détail les différentes banques de données qu'on a. Donc, on a réussi à avoir les usagers de 14 centres de réadaptation sur 16. Les centres de réadaptation qui nous manquent, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean et le nord du Québec. Comme je disais tantôt, on a une cohorte quand même assez importante de 35 000 usagers qu'on suit. Mais je vous dirais que les statistiques que je vais vous présenter, c'est plus sur 20 000 usagers. C'est quand même beaucoup. La différence entre le 35 000 et le 20 000, je vous dirais que dans la banque de données des CRD, on a un module. La banque de données des CRD, c'est le CIC-SRD. Et on a un module où on manque plus de données. Donc, nous, on a plutôt utilisé les données complètes. Donc, je vous présente la plupart du temps donc, des données plus sur 20 000
usagers, donc c'est quand même beaucoup. Et pour la plupart des données, on a les informations sur 20 ans, c'est-à-dire qu'on a les données de ces mêmes usagers-là. Par exemple, Marie-Josée Fleury, vous avez les données de 1996-97 jusqu'en 2015-2016. Donc, j'ai 20 ans de parcours de Marie-Josée Fleury dans tous les services de santé et services sociaux du Québec. Et bientôt, donc, la banque va être mise à jour pour 2021-2022. Donc, on va pouvoir suivre le profil sur 26 ans. Et au niveau du CQSRD, donc CQSRD, c'est un peu plus nouveau comme banque de données. Ça a été implanté dans tous les centres de réadaptation du Québec, je dirais dans tous les centres en 2009. Donc, on a les données du CQSRD de 2009-2010, aller pour l'instant en 2015-2016. Et bientôt, là, on est en train de traiter les données. Ça va être mis à jour, donc je serai aussi 2021-2022. Alors, quel genre de données qu'on a? On a, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient un petit peu les banques de données administratives. Donc, les banques de données administratives les plus usuelles, je vous dirais que c'est le FIPA, c'est Medeco et la RAMQ, ce que vous voyez ici. Alors, FIPA, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est que ça donne les données sociodémographiques sur les patients, le sexe, l'âge. RAMQ, c'est la banque de données des médecins. Donc, à chaque fois qu'on va voir un médecin, c'est mis dans la RAMQ. Le Medeco, c'est la banque de données hospitalière. Donc, quand on est hospitalisé, on a l'information dans cette banque-là. Ces banques-là aussi ont toutes les informations au niveau des médicaments. Pour la clientèle assurée, c'est environ 40 par le système de santé et services sociaux. Nous, on n'a pas encore exploité vraiment ces volets-là. Et aussi, on a tous les diagnostics dans cette banque-là, plus dans la banque aussi BDCI. Alors, quand les chercheurs travaillent d'habitude sur les banques de données, je vous dirais que c'est comme je l'ai dit tantôt, plus ces deux banques-là. RAMQ, plus des informations sociodémographiques sur le patient. Nous, on travaille aussi avec la BDCU, donc qui est la banque de données sur les urgences. Donc, c'est une banque intéressante. On a toute plein d'informations sur les urgences. On a des données aussi plus intéressantes, là, comme par exemple les raisons de visite à l'urgence. On va avoir les raisons pour idée ou tentative de suicide. Donc, ça aussi, on a exploité ça dans notre étude. On a aussi la banque sur les événements post-traumatismes. On a aussi la banque ICLSC. Je vous dirais que ce qu'on a fait, grosso modo, pour ICLSC, on sait qu'on a des médecins dans la RAMQ. On va chercher les médecins payés à l'acte. Nous, ce qu'on a fait, c'est dans ICLSC, il y a quand même quelques médecins qui travaillent dans l'ICLSC qui sont plus payés par salaire. On a arrimé aussi les médecins payés à salaire dans l'ICLSC dans notre banque RAMQ. Parce que vous allez voir qu'on a des indicateurs de médecins de famille, de suivi par les médecins de famille. Et quand on travaille avec l'ICLSC, donc on va plus regarder les services psychosociaux qui sont accessibles aux usagers, puis dans quel programme que les usagers sont suivis. On a aussi, bien sûr, la banque que vous ne voyez pas ici à l'écran, donc le CQSRD, alors qui est la banque, comme je vous disais, des centres de réadaptation. Grosso modo, ce qu'on va chercher dans cette banque-là, c'est des données sociodémographiques complémentaires qui sont intéressantes, principale occupation, si la personne vit seule, etc. On va chercher aussi plein d'informations sur les types de dépendance, donc on a tous les détails sur les types de dépendance et aussi sur le jeu pathologique. Puis on a aussi plein d'informations sur les interventions reçues dans les centres de réadaptation. On a aussi la banque mortalité qui est ici. Alors, ce qu'on a fait, c'est donc on a, nous, exploré toutes les variables possibles et qu'on les a, toutes les variables qu'on pouvait trouver dans différentes banques, on les a jumelées et on a jumelé finalement toutes les variables sur chaque année pour chaque individu. Donc, on a vraiment le parcours de tous les individus de notre cohorte, 20 000 patients pour tout l'ensemble des années. Juste un bémol à tout ça, il faut faire attention. Parfois, les années d'exploitation ne sont pas les mêmes. Donc, c'est sûr que quand on fait les analyses statistiques, il faut faire attention à ça. Je voulais juste vous parler grosso modo des avantages rapidement, des avantages de travailler avec des banques de données administratives et aussi des limites. En termes d'avantages, c'est sûr qu'on a la chance de travailler avec des gros échantillons, bien sûr, qui sont représentatifs de la population. Moi, je travaille avec 20 000 c'est vraiment même au niveau scientifique. Quand on fait des publications scientifiques, c'est beaucoup. Donc, 20 000 de population. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, moi, on pense qu'on voulait des informations quand même assez généralisables sur l'ensemble des clientèles en CRD, puisqu'on couvre 14 CRD sur 16. On a aussi la chance, quand on travaille avec les banques de données administratives, de travailler sur des données longitudinales. Comme je vous dis, là, pas pour toutes mes variables, mais pour beaucoup de variables, j'ai un suivi sur 20 ans et bientôt sur 26 ans. Et on travaille aussi avec des données objectives et de qualité, donc perception là, du clinicien. Par contre, au niveau des limites, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte? Vous allez voir, je vais vous donner quand même pas mal de statistiques sur l'utilisation des services. Donc, il faut quand même faire attention parce que cette banque-là, malheureusement, ne couvre pas quand même tous les services
socio-sanitaire. Les services psychosociaux des hôpitaux sont exclus. J'ai le service du psychiatre, du médecin, du médecin homéopathien qui travaille à l'hôpital, mais je n'ai pas les services psychosociaux. Ça serait possible de les rajouter dans notre banque, mais il faudrait faire un peu ce qu'on a fait avec les CRD, faire porte à porte. Alors, j'ai des études où c'est ça, j'ai fait porte à porte, je suis allée chercher les données des hôpitaux, mais on ne l'a pas fait ici pour cette étude, mais ça aurait fait en sorte qu'on aurait dû couvrir tout le Québec. Ça fait quand même beaucoup. On n'a pas non plus les données des psychologues en privé et on n'a pas aussi les données des organismes communautaires ou des ressources privées en toxicomanie qui sont des acteurs quand même clés en dépendance. Donc là, il faut toujours quand même tenir ça en tête. Je vais vous donner plusieurs indicateurs de qualité des soins, mais c'est sûr qu'on n'a pas ces acteurs-là dans nos indicateurs de qualité des soins. C'est sûr aussi qu'on travaille avec une banque qui est axée sur le traitement. C'est-à-dire que si moi, Marie-Josée, j'ai un problème de dépendance à l'alcool, je ne vais pas voir mon médecin de famille, je ne vais pas en clinique rendez-vous, je ne vais pas non plus à l'urgence, je ne suis pas hospitalisée, je ne suis pas en centre de réadaptation, je ne vais pas en CLSC, ben, je ne serai pas dans ma banque. Donc, c'est sûr que si moi, je suis dans la banque, mais pendant 2-3 ans, je ne vais pas du tout consulter les services, ben, je ne serai pas là non plus dans ma banque. Fait que là, il faut tenir ça en compte. Et aussi, quand on regarde dans la littérature scientifique, puis nous, on a fait des études de validation, il y a une sous-estimation importante des TLS, donc de la dépendance dans les banques de données administratives par les médecins et les psychiatres, et particulièrement pour le cannabis. Donc, c'est sûr que nous, les statistiques que je vais vous présenter, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on agrège sur plusieurs années. Souvent, c'est sur, je dirais, comme 3 ans qu'on agrège les données, ce qui nous permet, je pense, d'avoir une vision plus à jour, là, étant donné que c'est une base qui est axée sur le traitement. Il y a des variantes cliniques aussi clés qu'on n'a pas dans notre banque, comme par exemple la façon de consommer. On n'a pas ce type d'information-là. La fréquence de consommation, c'est à tous les jours, à quelle heure dans la journée, ou ce type d'information-là. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Et des variantes très, très importantes qu'on n'a pas, malheureusement, c'est la rémission ou le rétablissement. Ça, c'est des variables vraiment clés que malheureusement, on n'a pas. C'est pour ça que souvent, je vais vous présenter des indicateurs d'outcome qui sont plus de type hospitalisation, visite à l'urgence, des grands utilisateurs de l'urgence. Je vais vous expliquer c'est quoi tantôt, mortalité, comportement suicidaire. Donc, ce sont des proxys de résultats de santé. Malheureusement, je ne peux pas regarder la rémission ou le rétablissement parce que, comme tantôt, je vous disais l'exemple de Marie-Josée Fleury qui n'est pas du tout dans les services. Si moi, je me rétablis, mais je me rétablis par moi-même, alors on ne peut pas le savoir. Donc, à ce jour, c'est quand même un projet que ça fait plusieurs années qu'on porte. Et à ce jour, donc, on a réalisé 8 publications, en fait 6 articles publiés, un article en révision puis un article soumis. Alors, jusqu'à ce jour, on a plutôt travaillé sur des prédicteurs de outcome, de résultats de santé. Ceux que je vous ai nommés tantôt, on a beaucoup travaillé sur l'urgence, les prédicteurs de l'utilisation de l'urgence. Vous allez voir tantôt, je vais vous donner des statistiques. La clientèle qu'on suit, c'est une clientèle grande consommatrice des soins aigus, donc l'urgence, hospitalisation. On a travaillé sur des prédicteurs des comportements suicidaires à l'urgence, prédicteurs de la mortalité, un article qui va paraître sous peu. Donc, là où on a divisé la mortalité en raison de santé physique ou en raison de causes accidentelles intentionnelles. On a aussi travaillé, on a fait des profils, parce qu'on a travaillé beaucoup sur les prédicteurs, mais parfois on fait des profils. Moi, j'aime bien les analyses qu'on appelle typologiques parce que ça part de l'idée qu'il n'y a pas un seul groupe de patients. Il n'y a pas une clientèle en CRD, hein. Il y a plusieurs clientèles. Quand on travaille sur des profils, c'est beaucoup, on agrège des données sociodémographiques, des données cliniques, puis des données d'utilisation de services. On peut dire, par exemple, souvent, on a, je dirais, en santé mentale ou en dépendance, on a souvent ce genre de profil-là, les jeunes hommes qui utilisent très peu de services, en tout cas très peu de services ambulatoires, plus de services aigus. Donc, on a souvent comme ce genre de pattern-là qu'on peut trouver. Donc, ça, c'est les études de profilage. On en a fait une étude pour les utilisateurs de cannabis qui a été publiée, puis un article en revision où on s'est intéressé davantage au profil de qualité de service. On est parti sur le postulat en disant, est-ce qu'il y a des usagers en centre de réadaptation qui sont suivis d'une meilleure qualité que d'autres? Fait qu'on a comme trois profils de qualité qu'on a montrés, puis on a regardé si ces profils-là de qualité de dispensation des soins étaient reliés à des profils sociodémographiques ou cliniques d'usagers. Donc, ça, c'est l'article en révision. Puis sinon, l'article que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur, parce que je pensais que c'était peut-être probablement celui-là qui vous intéresserait le plus. C'est un article qu'on a étudié les prédicteurs de l'abandon en traitement dans les CRD.
Alors maintenant, je vous présente nos résultats. Alors, donc, c'est les analyses descriptives de notre cohorte sur 20 000 de population. Donc, je commence par vous présenter un peu les profils sociodémographiques des usagers en CRFD qu'on retrouve. Donc, bien sûr, on a plus d'hommes que de femmes. Quand on regarde les enquêtes, aussi épidémiologiques, d'habitude, c'est deux hommes pour une femme qui utilisent des substances dans les enquêtes populationnelles. C'est sûr que vous allez voir, nous, on a un groupe en CRD, on sait que c'est des services spécialisés, donc on a une clientèle à pathologie plus lourde. Donc, quand on est dans des pathologies plus lourdes, je vous dirais quand on regarde la littérature, soit santé mentale, soit dépendance, on arrive plus, là, on sait qu'il est plus en termes d'hommes et des femmes. Donc, ici, on a 65 d'hommes, 35 de femmes. On a aussi une cohorte qui est un petit peu plus jeune, ce n'est pas étonnant en dépendance non plus. Donc, on a la majorité de notre cohorte, c'est 45 sont de 25 à 44 ans. Sinon, les 45 ans et plus, ça représente 35 de notre échantillon. Et quand même, on a des bons groupes là, au niveau des jeunes. On a quand même pas loin de 1000 usagers qui ont 12 et 17 ans ou 18-24 ans, 16 de notre échantillon. On a bien sûr, je ne pense pas que ça va être étonnant pour vous, on a bien sûr majoritairement une clientèle vulnérable. Donc, les personnes qui vivent seules ou en monoparentalité, on a 45 55 sont sans emploi ou retraités. Puis les variables des favorisations matérielles et des favorisations sociales, ce sont des variables de territoire qui sont reliées à la pauvreté ou la richesse d'un territoire, Westmount versus Verdun. Pour ceux qui sont de Montréal, ce n'est pas la même richesse de territoire, donc ce sont des indicateurs comme ça. Donc, on a aussi une clientèle qui vit plus majoritairement dans des territoires défavorisés matériellement ou socialement. On avait aussi dans le CXRD une belle variable qu'on ne retrouve pas habituellement là, dans les banques de données usuelles administratives, l'historique des personnes au niveau de situation d'itinérance ou historique de dossiers criminels. On peut penser aussi que ces profils de patients-là ont des comportements différents. Moi, parallèlement, je fais beaucoup de travaux là, en itinérance aussi. Donc, on a 14 de notre cohorte qui ont déjà eu un historique de situation d'itinérance et 20 qui ont des historiques aussi de dossiers criminels. On sait que les centres de réadaptation aussi ont des beaux programmes pour l'itinérance et travaillent beaucoup aussi avec la justice. On a un échantillon aussi assez dispersé au niveau du territoire. 50 de notre cohorte vient de territoires urbains, 30 semi-urbains, puis 20 dans les territoires ruraux. Maintenant, je vais vous parler des profils cliniques. Donc, je ne pense pas non plus que je vais surprendre personne en vous disant qu'on a une population beaucoup plus de polyconsommateurs. Ici, donc, on a formé des groupes exclusifs, c'est ce que vous voyez au début. Là. Donc, ceux qui sont polyconsommateurs versus ceux qui sont dépendants à l'alcool seulement, dépendants au cannabis seulement, puis dépendants aux autres drogues. Donc, on a 60 de notre clientèle qui a donc des polysubstances, 20 dépendant juste à l'alcool, 10 cannabis, donc 10 autres drogues. Je voulais quand même vous dire que dans notre banque, on n'a pas encore exploité ça, mais on a d'autres types on a toutes les drogues en détail. Donc, si on regarde sur la période de 7 ans où on a les données de CXRD pour l'instant, donc on a 25 là, des usagers qui seraient suivis en CRD, qui auraient donc des problèmes de dépendance aux drogues. Puis, on a quand même là, des M, donc des échantillons assez élevés là, pour, par exemple, l'opiacé. On a 1000 personnes qui ont des dépendances à l'opiacé. Si on regarde l'opiacé et cannabis, ça monte à 1400 personnes. Donc, c'est intéressant parce que s'il y a des gens qui voudraient se concentrer juste à étudier ces drogues-là, bien, on a quand même des échantillons assez élevés. On s'est aussi intéressé à la chronicité des TLS. Je sais que dans une certaine époque, c'était vraiment une question clé dans les centres de réadaptation, à savoir si les TLS ou les dépendances étaient de nature chronique ou plus de nature aiguë. Je ne pense pas que c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est comme un continuum. Et nous, on avait publié à l'époque un article scientifique là, en 2016 où on avait fait une revue systématique, méta-analyse sur la question. Et ce qu'on avait vu, c'est que dans notre étude, il y avait 35 à 55 des TLS qui étaient de nature chronique et la moyenne de durée des TLS chroniques était de 17 ans. Alors, c'est sûr que là, vous pouvez voir, là, on n'a pas ces chiffres-là du tout dans notre banque de données parce que, comme je disais tantôt, on a une sous-estimation des TLS, du diagnostic des TLS dans les banques de données, mais même si on n'arrive pas à ce que nous, on avait au résultat là, de 2016,
on peut quand même s'intéresser, on peut quand même contraster les personnes qui ont des TLS plus de nature chronique versus plus de nature aiguë, toujours en pensant qu'on estime qu'ils ont des profils d'utilisation de services ou des profils cliniques ou sociodémographiques qui peuvent être différents. Tantôt, j'écoutais une présentation où j'étais très contente de voir que de plus en plus, je te regarde, de plus en plus, donc, il y a des programmes pour les troubles persistants, c'est la même chose, chroniques persistants, qui sont implantés dans les CRD, parce que ça, je pense, je vais finir un peu sur mes recommandations, que je pense qu'avec le portrait que je vais vous livrer, je pense qu'on doit aller beaucoup plus dans la direction de programmes de longue durée, à intensité variable. Aussi, au niveau des profils cliniques, ça aussi, je ne pense pas que c'est une surprise, mais on arrive vraiment avec un chiffre précis dans notre étude. Les EG en CRD, on estime donc qu'il y a 70 des EG qui ont des troubles mentaux. Alors, c'est beaucoup, 70 Ici, on les a classés dans une approche un peu hiérarchique, parce que moi, je viens originalement du réseau de la santé mentale, et nous, le réseau de la santé mentale a toujours été structuré comme ça, les troubles graves ou les troubles graves et persistants et les troubles mentaux fréquents ou courants, et vraiment des services spécifiques pour les deux types de clientèle. Et donc, je pense que c'est des profils très, très différents. Fait que nous, dans les chiffres que vous voyez ici, les personnes qui ont des troubles mentaux, c'est quand même assez important. Le trouble mentaux grave représenterait 20 des usagers en CRD. Par trouble mentaux grave, j'entends trouble bipolaire puis le spectre de la schizophrénie. Trouble de la personnalité, 10 troubles mentaux courants fréquents, 40 puis pas de troubles mentaux, bien sûr, 30 C'est sûr que ici, de la façon dont on les a positionnés, il y a une sous-estimation des troubles de la personnalité ou des troubles mentaux courants fréquents parce que c'est des groupes exclusifs. Mais juste pour vous dire, si je ne regarde pas les groupes exclusifs, troubles de personnalité, j'ai plus autour de 25 troubles mentaux courants fréquents, plus autour de 60 On a regardé aussi les comportements suicidaires. Bien sûr, c'est à l'urgence, mais vous allez voir, j'ai 50, je le dis tout de suite, 50 des usagers à peu près qui utilisent les urgences. Donc, ici, on a quand même un chiffre quand même assez important. Donc, 16 des usagers en CRD auraient donc des comportements suicidaires à l'urgence. Ça inclut les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Maladies physiques chroniques, 40 de notre échantillon avait des maladies physiques chroniques, les plus importantes étant les maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires chroniques, maladies du foie. Et si on regardait les usagers qui avaient à la fois des TLS, des troubles mentaux, des maladies physiques chroniques, j'avais plus du 1/3 de mon échantillon qui avait ces trois pathologies-là. Donc, c'est une clientèle très lourde. Maintenant, je vais vous parler du profil d'utilisation de services. Donc, nous, on voulait d'abord tracer une proxy de médecins de famille. Donc, vous savez, c'est un enjeu important au Québec. Les médecins de famille, on en a parlé beaucoup pendant les élections. Au Québec, il y a environ encore 20 de la population qui n'a pas de médecin de famille. Et nous, dans notre échantillon, selon l'indicateur qu'on a monté, on aurait 20 de plus de personnes qui n'auraient pas de médecin de famille, donc autour de 60 Ce qu'on a fait, parce que dans les banques de données, on n'a pas la notion de médecin de famille. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'identifier sur une période de 2 ans les médecins les plus fréquents. Comme si moi, par exemple, Marie-Josée, j'ai 5 visites médicales, mais on voit là qu'il y a comme un médecin, j'ai vu 3 fois, je lui alloue, pour moi, là, ça va être mon médecin de famille, je lui alloue ce médecin-là. Et quand moi, on a aussi monté des indicateurs d'intensité de soins. Donc, quand je regarde l'intensité de soins, je regarde toujours aussi au niveau du médecin traitant, soit le médecin de famille ou soit le psychiatre en ambulatoire, c'est-à-dire hors de l'urgence, hors de l'hospitalisation. Donc, le médecin vraiment qui assume le suivi du patient. Donc ici, grand besoin d'améliorer l'accès au médecin de famille. Après ça, donc, si on regardait l'intensité des soins offerts par le médecin de famille sur une période d'1 an, si on prenait notre dernière année, là, pour l'instant, d'informations dans notre cohorte. Si on regardait aussi à l'accès au psychiatre, là, vous voyez ici, c'est vraiment pas beaucoup. Là, dans notre cohorte, là, 20 seulement des usagers avaient un psychiatre. Il faut se rappeler la statistique de tantôt, 70 des troubles mentaux, seulement 20 ont accès au psychiatre. C'est vraiment pas beaucoup. Et si on regarde l'intensité des soins ici, soit du médecin de famille ou soit du psychiatre, on voit que c'est vraiment pas beaucoup. Mon benchmark, mon indicateur de qualité, c'est 4+. Je dirais que aussi, quand on regarde la littérature scientifique, c'est comme un benchmark important de recevoir au moins 4 visites au cours d'une année. Et ça, c'est pour soit les cas incidents, les nouveaux cas, les personnes qui sont en situation de crise ou les cas vraiment complexes qui ont besoin de beaucoup de suivi. C'est pour ça qu'on les a un petit peu étudiés comme ça, parce qu'on était intéressé à regarder la qualité des soins pour cette clientèle-là.
Un autre indicateur de qualité qu'on a monté, c'est la continuité. Il existe plusieurs algorithmes dans la littérature pour identifier la continuité des soins. Nous, on a utilisé un algorithme qui s'appelle Usual Provider Continuity Index. Et là, c'est vraiment pas beaucoup aussi. Là, on a à peine, je ne vois pas le chiffre, mais je pense que c'est 45 de nos usagers qui ont, donc à peu près la moitié de nos usagers qui ont une continuité élevée de soins médicaux. Ici, c'est un indicateur qu'on calcule avec l'accès aux médecins de famille et l'accès aux psychiatres. On s'est aussi intéressé à combien d'usagers en CRD étaient suivis par les équipes psychosociaux en CLSC. Aussi, on voit que c'est une minorité, donc 40 des usagers sont suivis en CLSC dans différents programmes. Et aussi, on a regardé l'intensité des soins, donc à peine 20 de nos usagers reçoivent 4 interventions sur une période d'1 an. On a ici monté un indicateur d'intensité des soins, mais en fonction de tous les dispensateurs de soins qu'on avait dans notre banque de données. Donc, on a arrimé, OK, Marie-Josée est suivie par un médecin de famille, combien de fois cette année, là, sur une période de 12 mois, par son psychiatre, en CLSC, en CRD. Et là, on a aussi associé qu'il fallait au moins que Marie-Josée ait reçu 4 visites au cours de 12 mois par l'ensemble de ces dispensateurs-là. Et là aussi encore, on a un résultat très, très intéressant. Là, on a à peine 55 de nos usagers qui ont reçu ce 4 suivis-là par ces différents dispensateurs de soins durant une période de 12 mois. Finalement, je voulais vous donner un peu aussi de chiffres, là, de statistiques pour les centres de réadaptation. Donc, on suit notre cohorte. Ça, c'est des chiffres sur une période de 6 ans. Donc, on voulait regarder un peu combien de personnes revenaient en CRD. Hein? Donc, Marie-Josée, OK, j'ai été traitée une fois, un épisode, j'ai reçu un épisode de soins en CRD. Combien de fois je vais revenir en CRD sur la période de 6 ans? Donc, ici, on voit aussi qu'on a quand même beaucoup d'usagers qui ont été traités juste une fois, donc qui ont reçu juste un épisode de soins dans la période de 6 ans. 40 qui ont reçu 2 à 3 épisodes de soins en CRD durant ces années-là, et à peine 20 4 épisodes et plus. On s'est aussi intéressé au nombre d'interventions reçues dans un épisode de soins et à la durée aussi des interventions reçues en CRD. Et on peut voir là, que ce n'est vraiment pas élevé. De là aussi l'importance, si on regarde le profil clinique qui est lourd de la clientèle versus ce qu'on reçoit ici comme nombre d'interventions et durée, c'est vraiment pas beaucoup. Je vous présente les chiffres avec une médiane et une moyenne. Vous savez, la médiane, si j'ai 3, c'est 2. Puis la moyenne, bien, c'est la division de l'ensemble. Donc, parce qu'il y a beaucoup de variations, là, je vous dirais, entre les individus. Fait que médiane ici, en termes de nombre d'interventions, j'ai seulement 6 interventions. Donc, les usagers, en général, ont reçu dans leur épisode de soins 6 interventions et en moyenne 11. Et la durée du suivi en médiane était de 4 mois, en moyenne de 6 mois. On s'est aussi intéressé à des résultats d'impact. Donc, on a étudié l'utilisation des urgences. C'est aussi, comme je disais tantôt, c'est beaucoup d'usagers ont utilisé les urgences. Ici, on regarde les indicateurs d'outcome dans la dernière année, donc 2015-2016. Il y a quand même 50 de la cohorte qui avait utilisé au moins une fois l'urgence durant cette année-là. C'est beaucoup. Parallèlement, nous, on avait fait, moi, j'ai beaucoup de travaux là, sur les urgences. On avait travaillé avec l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique, sur leur SISMAC. Peut-être que quelques personnes d'entre vous connaissez SISMAC, qui est le système intégré de surveillance des maladies chroniques. Qu'est-ce qui est intéressant quand on travaille avec le SISMAC? C'est la banque RAMQ Médéco principalement. On travaille sur l'ensemble de la population, donc sur tout le Québec, donc 8 millions, quelque chose de population. Et nous, ce qu'on avait fait pour les données 2014-2015, c'est qu'on avait identifié combien de cette population-là avait des troubles mentaux ou de la dépendance. Donc, on avait retenu qu'il y avait 12 de la population et on avait divisé cette population. En fait, on avait, pour regarder l'utilisation de l'urgence, on avait divisé la population ayant des troubles mentaux, donc le 12 et dépendance, versus la population sans troubles mentaux, dépendance, et on avait comparé l'utilisation des urgences. Alors, dans une population, c'est pas mal la donnée qui ressort toujours. Dans une année type, et aussi en 2014-2015, on a 20 de la population qui utilise les urgences. Et c'est quand même intéressant de voir qu'avec le SISMAC, on avait le double de la population qui utilisait les urgences. Alors ça, c'est quand même significatif. Quand j'ai ici le double de la population qui utilise les urgences, ça questionne sur la qualité des soins et le suivi ambulatoire de cette clientèle-là.
Maintenant, je vais vous présenter des statistiques sur les grands utilisateurs des urgences. C'est quoi les grands utilisateurs des urgences? J'ai une subvention qui porte sur ça, donc on travaille beaucoup sur ce concept-là. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Les grands utilisateurs de l'urgence, c'est comme un proxy de patients qui n'ont pas une bonne adéquation des soins dans les services ambulatoires. Ce que ça veut dire, je dirais que d'une façon générale, il n'y a pas de consensus sur c'est quoi des grands utilisateurs des urgences, mais il y a comme un consensus qui nous dit qu'il faut au moins que l'usager ait utilisé les urgences au moins 3 fois dans une période de 12 mois. Je vous donne l'exemple, Marie-Josée, moi, je m'en retourne chez moi tantôt, j'ai un accident de voiture, ben, on risque de m'emmener à l'urgence. Je ne suis pas chanceuse, tantôt aussi ou à un autre moment, je descends les escaliers, je me casse une jambe, on m'amène à l'urgence. Je ne suis vraiment pas chanceuse. Mais là, si durant l'année, j'ai une 3e expérience pour aller à l'urgence, là, j'ai comme l'impression que c'est peut-être plus juste parce que Marie-Josée n'est pas chanceuse. Peut-être que Marie-Josée, on n'adresse pas adéquatement ses besoins. Donc, c'est vraiment un proxy où il faut dire lever le flag, excusez-moi l'expression anglaise, qui nous dit qu'il y a un problème d'adéquation des services pour répondre aux besoins de cette clientèle-là, ou aussi les grands utilisateurs des urgences, c'est souvent une clientèle très vulnérable. Là encore, donc ici, on a 18 c'est beaucoup, 18 de notre cohorte qui est grands utilisateurs des urgences, donc qui ont utilisé les urgences au moins 3 fois ou plus sur une période de 12 mois, 2015-2016. Et si on compare avec la même recherche que tantôt, là, où on a travaillé sur toute la population du Québec, on avait 17 pour les troubles mentaux et la dépendance, mais on avait un indicateur de 4 visites et plus. Donc là, ici, j'ai un indicateur moins, 3 visites, puis j'ai un pourcentage de plus. Donc, c'est vraiment problématique. On s'est intéressé aussi à l'hospitalisation. On a 17 de notre cohorte quand même qui est hospitalisée. C'est aussi beaucoup. C'est des résultats similaires qu'avec la recherche CISMAC, troubles mentaux, dépendance. Et on s'est intéressé aussi à l'abandon en traitement dans les CRD. Alors, ça aussi, je vous dirais que c'est des analyses un peu surprenantes. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 55 des usagers qui avaient abandonné leur traitement. Si on a regardé une période de 3 ans, mais si moi, Marie-Josée, j'ai fait plusieurs épisodes de traitement, on va juste me calculer une fois, là, oui ou non, dans mes 3 épisodes. Et si on compare avec, il y a une revue systématique des connaissances qui ont été publiées en 2019, là, on retrouve plus un pourcentage de 30 La différence s'explique certainement par le fait que dans cette étude-là, c'était, bon, premièrement, c'était les traitements psychosociaux. Nous, on inclut aussi les programmes internes. Dans notre étude, on a au moins 10 de notre cohorte qui est suivi en programme interne. Quand on regarde dans la littérature, le drop-out ou l'abandon en traitement est beaucoup plus élevé dans les programmes internes que dans les programmes externes. Et aussi, nous, donc, on a des usagers strictement suivis en centre de réadaptation. En tout cas, c'est ça notre cohorte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas traités ailleurs, mais dans cette étude-là, donc, on avait toutes sortes d'usagers qui recevaient des traitements psychosociaux un peu partout là, dans le système socio-sanitaire. On s'est aussi intéressé à la mortalité. Aussi, on a des résultats plus élevés que dans la population générale. Mesurés sur 3 ans, nous, on atteint malheureusement 2,4 de notre cohorte était mort. Et si on compare avec la population du Québec, on a plus des statistiques de 0,6 par année, ou si on les compile sur 3 ans, 1,8 pour 3 ans. Ça m'emmène maintenant à vous parler d'un des articles scientifiques qu'on a fait. Donc là, je vous ai livré des données descriptives. C'est sûr que nous, dans nos articles scientifiques, on a plus fait des analyses où on a toujours, je vous dirais, une variable dépendante qu'on ne voit pas ici, c'est l'abandon en traitement. Puis on regarde donc qu'est-ce qui prédit. Parfois, on va regarder des profils, mais ici, dans cette étude-là, on s'intéressait à qu'est-ce qui prédisait l'abandon en traitement. Est-ce qu'il y avait des variables sociodémographiques, des variables cliniques, des variables de service? Souvent, c'est la façon qu'on classe nos variables indépendantes. Et on se posait la question, est-ce qu'il y avait des variables? C'est sûr qu'on avait plein de variables qu'on a testées, mais on voulait si c'était des variables qu'on avait retenues dans notre modèle. Donc, on voulait voir quelles étaient les variables dans chacun de ces grands blocs-là. Donc, variables sociodémographiques cliniques et variables de service prédisaient l'abandon en traitement. Et dans cette étude-là, on a aussi regardé si l'abandon en traitement était relié à d'autres outcomes. Ici, ça, c'est toujours des variables avant, qu'on prend avant, qu'on mesure avant. La variable ici dépendante était l'abandon au traitement. Puis si on a regardé après, dans une période de 12 mois, parce que le fait d'abandonner le traitement était relié successivement à une plus grande utilisation des urgences et les décès. Et si oui, les personnes qui avaient plus abandonné le traitement avaient plus de risques d'être grands utilisateurs d'urgence et plus de risques de décès.
Donc, l'importance de travailler sur l'abandon en traitement, c'est une variable très importante. Donc, maintenant, les résultats, vous avez aussi avec des astérix des variables qui jouent plus dans notre modèle, là, qui ont une contribution plus forte dans le modèle. Puis, je vais vous indiquer aussi là où notre étude est plus originale par rapport à ce qu'on a dans la littérature scientifique. Donc, ça, je vous dirais, ces variables-là ne sont pas très étonnantes. On retrouve ça dans la revue scientifique. Donc, les jeunes de moins de 25 ans sont plus portés à abandonner leur traitement. Les clientèles aussi plus défavorisées socialement sont plus portées à abandonner leur traitement. Ça, on voit ça dans toutes sortes de littérature. Les jeunes utilisent moins les services d'une façon globale. Et aussi, les gens, même en santé mentale, on a ça. Les gens qui sont pas mariés, qui sont isolés, ont moins tendance à utiliser les services. C'est sûr que moi, Marie-Josée, si j'ai un mari, j'ai des parents, des amis qui me disent hey, « Marie-Josée, là, ton problème d'alcool, il faut vraiment que tu règles ça. » C'est sûr que je vais avoir plus tendance à ne pas abandonner mes traitements. Ça aussi, des variables qu'on retrouve dans la littérature, le fait d'être polyconsommateur ou le fait d'avoir des troubles de personnalité, c'est vraiment les deux variables cliniques qui jouaient. Donc, ces personnes qui ont ce profil-là, donc abandonnent plus leur traitement. Une variable plus originale qu'on a trouvée, en fait, les variables en rouge, c'est les variables qui jouent négativement, donc qui favorisent l'abandon de traitement. Les variables en bleu, c'est celles qui protègent. Donc, ici, une variable quand même assez originale qu'on ne voit pas dans la littérature, c'est ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui avaient abandonné leur traitement antérieurement dans les centres de réadaptation avaient plus tendance à abandonner leur dernier traitement. Okay? Parce que dans cette étude-là, ce que je fais, c'est que je regarde toujours comme moi, par exemple, Marie-Josée, si j'ai eu 3 épisodes de traitement en centre de réadaptation, je vais juste regarder mon dernier épisode et je vais contrôler les autres épisodes de traitement. Okay? Donc, si moi, j'abandonne mon traitement, puis j'avais deux autres épisodes de traitement, puis j'avais aussi abandonné, j'ai plus de chances d'abandonner celui-ci. Fait que moi, en tout cas, si j'étais clinicien ou gestionnaire de la CRD, pour moi, je m'excuse l'expression anglaise, c'est un petit flag qui me dit que ça serait peut-être intéressant, puis on fait parallèlement, je vous dirais, une revue de la littérature systématique sur les innovations implantées dans les urgences pour réduire le phénomène des grands utilisateurs de services. Et c'est une innovation qu'on utilise de flaguer, en bon terme français, de flaguer les usagers qui abandonnent souvent leur traitement. Donc, moi, si je suis une clinicienne, je rencontre Marie-Josée, puis je sais qu'elle est flaguée, qu'elle abandonne toujours ses traitements, peut-être que c'est intéressant que je fasse plus d'approche motivationnelle. C'est peut-être intéressant que je regarde, c'est quoi que j'avais offert à Marie-Josée avant? Parce que si j'y offre toujours la même affaire, peut-être que ça ne marche pas avec Marie-Josée, peut-être qu'il faut changer mes façons de faire. Alors, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on pourrait faire mieux. Alors, d'autres variables aussi intéressantes qu'on a trouvées, particulièrement celle-là qui est très originale, c'est que ce qu'on a vu aussi, c'est que les usagers qui étaient suivis plus intensivement à l'extérieur des centres de réadaptation aussi avaient moins tendance à abandonner leur traitement. Puis là, ce qu'on a regardé ici, c'est les usagers qui étaient suivis soit par les médecins de famille, les psychiatres ou les CLSC. On peut penser que ces dispensateurs de soins-là ont référé peut-être la clientèle en CRD, ou on peut penser que c'est sûr, si moi je vais voir mon psychiatre, puis il me dit, bon, Marie-Josée, tu es toujours en centre de réadaptation, tu travailles vraiment là, sur ta problématique de dépendance, puis je vais voir mon psychiatre parce que j'ai des troubles mentaux. Ça, c'est sûr que c'est... Donc, l'importance aussi de travailler avec les partenaires de réseau, de travailler d'une façon intégrée dans des soins intégrés. Un autre variable aussi intéressante qu'on a trouvé, c'est que plus que l'usager avait poursuivi des épisodes antérieurs en traitement CRD et plus qu'il avait moins tendance à abandonner ses traitements. Donc, ici, on voyait qu'il y avait vraiment, c'était positif quand la personne avait suivi un seul traitement antérieur, 2 traitements, mais encore plus 3 traitements. À 3 traitements, la personne avait 50 de moins de risque d'abandonner ses traitements. Et un autre variable qui nous a un peu surpris, c'est l'historique d'itinérance qui était plutôt protecteur par rapport à l'abandon de traitement. Aussi, parallèlement, je fais beaucoup de travaux sur l'itinérance et la façon dont nous, on a interprété ça dans notre article, c'est on sait que l'éviction en logement est très reliée aux addictions. Donc, peut-être que ici, on a la clientèle qui fait un peu plus attention justement pour ne pas être évictée de son logement, perdre son logement. Et aussi, on sait que les centres de réadaptation sont des acteurs importants au niveau des traitements des personnes en dépendance. Et aussi, on sait que parallèlement, depuis les dernières années, on a implanté beaucoup de programmes permanents, de logement permanent avec soutien. Donc, on peut peut-être penser que certaines de ces populations-là sont intégrées aussi dans les logements permanents avec soutien où il y a des case managers, où il y a des intervenants sur place pour aider la personne à mieux être liée au service et répondre à ses besoins.
Alors, je conclus. En fait, ce que nous dit grosso modo notre étude, c'est que le profil des usagers en CRD, c'est vraiment un profil de clientèle vulnérable, probablement une des clientèles les plus vulnérables qu'on a dans notre système socio-sanitaire. Donc, on a majoritairement une population pauvre, une population isolée, majoritairement aussi une population qui est aux prises avec des polysubstances, majoritairement aussi une population qui est aux prises avec des troubles mentaux concomitants, donc TLS, troubles mentaux concomitants, et quand même plus du tiers de la population qui est aux prises à la fois avec des TLS, des troubles mentaux, des maladies physiques chroniques. D'une façon aussi globale, on a des usagers qui reçoivent très peu de services ambulatoires adéquats. C'est sûr que quand on regarde les enquêtes, on le sait, hein, c'est une population, l'une des populations qui utilise le moins de services. Lors de la dernière enquête ESCC, l'enquête dans les collectivités canadiennes, je pense autour de 20-22 % de la population qui avait des TLS, mais qui avait utilisé les services au cours d'une année. Ici, c'est sûr qu'on a affaire à une clientèle beaucoup plus sévère, mais on est quand même à moins de 50 %. Ici, par exemple, on a moins traité d'utilisation de services peu. On a plus monté des indicateurs de qualité, donc de continuité des soins. On avait un indicateur que je ne vous ai pas présenté, mais qui est la régularité des soins aussi dans une période d'un an. On a travaillé sur des indicateurs d'intensité, de diversité des soins, d'approche biopsychosociale. Alors, on a quand même là, moins de 50 % de la clientèle qui reçoit cette bonne qualité-là de soins. On a dans notre échantillon donc plus de 50 % des usagers qui avaient abandonné leur traitement CRD. On a aussi des grands utilisateurs des soins aigus, donc 50 % de nos usagers qui avaient utilisé l'urgence et beaucoup aussi qui avaient été hospitalisés, près de 20 %. On a aussi un taux de décès qui est plus élevé aussi que dans la population générale, ce qu'on sait aussi d'après la littérature scientifique. Des bons coups quand même, parce qu'il y en a, donc des bons coups. Ce qu'on a vu dans nos résultats, c'est que les usagers qui avaient des conditions cliniques plus sévères et qui étaient plus défavorisés obtenaient plus de services ambulatoires. Donc ça, c'est important. Les services ambulatoires, c'est des services hors de l'urgence, hors de l'hospitalisation. Donc, ça veut dire qu'il y a une équité dans notre système qu'on dessert, même s'il y a beaucoup de problèmes d'accès d'une façon générale dans notre système socio-sanitaire, au moins on dessert mieux les usagers avec des profils de vulnérabilité. Donc, ça, c'est un très bon point. Un autre résultat positif qu'on a trouvé, c'est que plus que la continuité des soins était reliée à moins d'utilisation des soins aigus, très, très important dans le concept de continuité. Peut-être dans votre tête, vous, ça sonne plus alliance thérapeutique, mais c'est tout relié, intégration des soins, alliance thérapeutique. Donc, plus qu'on va dans le sens d'une continuité, moins que d'utilisation de l'urgence et de l'hospitalisation. Aussi, un autre bon coup que j'ai souligné tantôt, donc plus qu'il y a du soutien ambulatoire hors CRD pour nos clientèles, plus que les usagers ont suivi d'épisodes de traitement CRD et moins ils abandonnent leur traitement. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, je conclue maintenant sur des recommandations d'amélioration des soins basés sur les résultats de recherche. C'est sûr que je vous ai présenté peu de résultats de recherche, principalement des résultats descriptifs. Un seul article scientifique, on en a 8 qu'on a fait jusqu'à maintenant, que je ne vous ai pas présenté. Donc, mais quand même, en conclusion, par rapport à tous les indicateurs de qualité de soins qu'on a montés dans notre étude, on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration des services à faire là, pour nos clientèles usagers en CRD. Personnellement, ce que nous, on recommande, étant donné aussi qu'il y a beaucoup d'usagers qui utilisent peu les services, donc on développe plus de services de type Outreach. Aussi plus de services de type liaison, incluant des approches motivationnelles encourageant le traitement et des références à des services ambulatoires appropriés. On sait que de belles équipes d'infirmières de liaison qui ont été développées dans les urgences dans les dernières années, étant donné aussi qu'on sait que cette clientèle-là se présente beaucoup à l'urgence, je l'ai tantôt 50 % est beaucoup hospitalisée, autour de 20 %. C'est peut-être important, effectivement, d'utiliser ces infirmières-là, d'en déployer davantage pour vraiment relier les personnes au bon service au bon moment. Et aussi, accès aux médecins de famille, je vous l'ai dit tantôt, on a un écart d'après nos résultats d'à peu près 20 % d'accès à un médecin de famille. C'est quand même important. Je vous ai dit aussi parallèlement qu'on avait 40 % de notre cohorte qui avait des maladies physiques chroniques.
Donc, c'est très important, si on a des maladies physiques chroniques, qu'on soit suivi par le médecin de famille. Peut-être qu'il ne va pas traiter notre dépendance, il ne va pas traiter notre maladie, nos troubles mentaux, mais au moins nos maladies physiques chroniques. Quand on regarde dans la littérature aussi, moi, j'avais fait beaucoup de travaux à une certaine époque sur le rôle des médecins de famille en santé mentale et en dépendance. Et aussi, quand on regarde la littérature, c'est sûr que le médecin de famille, c'est une clientèle qui aime moins habituellement les personnes qui ont des dépendances et les troubles mentaux. C'est sûr qu'en prendre Marie-Josée qui est en pleine bonne santé, j'espère, avec juste une grippe, versus prendre un patient qui a un paquet de problèmes, puis en plus qui va souvent pas venir à ses rendez-vous, bien, c'est sûr que le médecin préfère souvent prendre le bon patient, surtout s'il est payé à l'acte. Je ne suis pas même infime, vous oublierez ça, je suis enregistrée. Donc, aussi, au niveau de l'accès aux services psychiatriques, je pense aussi qu'on a un enjeu important. Tantôt, je vous disais, à peine 20 de notre cohorte qui est suivi au niveau du psychiatre et 70 qui ont des troubles mentaux, donc on a un écart aussi important. Services de longue durée à intensité variable. Les services en CRD, que je vous ai en tout cas montré, sont très courts, de durée quand même assez limitée. On a affaire pourtant à une clientèle très vulnérable, avec des multiproblématiques. Pauvres, isolés, est-ce qu'il n'y a pas lieu de... Mais bon, ce matin, tantôt, j'étais contente de voir qu'il y avait de plus en plus de programmes, un peu plus intensif à soutien d'intensité variable. En santé mentale, je vous dirais, il y a beaucoup de place à l'amélioration aussi dans le programme santé mentale, mais ces programmes ont été développés autour des années 80. On a des programmes de suivi intensif, c'est des équipes avec un psychiatre. Tous les jours, on a un suivi par un case manager. Et aussi, on a de plus en plus, on a beaucoup consolidé les programmes de soutien d'intensité variable, donc des suivis individuels par un case manager. C'est plus des suivis de 2 semaines, 3 semaines, mais je pense qu'il y aurait lieu de suivre à plus long terme cette population-là à intensité variée selon les besoins. Et finalement, l'importance de la continuité des soins. Je pense que j'en ai beaucoup parlé globalement et en CRD. Et je termine avec ne pas oublier d'essayer de mieux consolider les interventions sociales, agir sur la pauvreté, agir sur l'isolement social. On sait que ces variables-là sont extrêmement importantes. Ce sont des déterminants clés de la santé et du bien-être des clientèles. C'est sûr que c'est peut-être moins dans les missions des services de santé, services sociaux, d'agir sur la pauvreté et l'isolement social, mais c'est vraiment important de ne pas oublier ces phénomènes-là qui sont extrêmement importants. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste 3 minutes, 2 minutes? Non, pas de questions. Peut-être une question, oui, effectivement. Une question. Oui. Alors, la meilleure question. Oui. Le dernier, le champ merci de partager également cette présentation-là. Merci. J'ai une petite question, mais peut-être une demande spéciale. Si bien transmettre votre PowerPoint, Sans problème. je vais assurément vous inviter prochainement. Avez-vous, je sais pas quoi, vous la suivez depuis très longtemps, vous la suivez encore avec des données pré- et post-PL10? Pouvez-vous me rappeler, je m'excuse mon ignorance. La réorganisation du réseau. Ah oui, ok. Oui, en 2015, oui. En fait, on va les avoir. C'est pour ça que, parce que nos données se finissent en 2015-2016, c'est l'année aussi de la réforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir les données quand même jusqu'à 2021-2022, jusqu'à mars. Oui, c'est ça. Puis aussi, j'ai fait une présentation dans un CRD, puis on m'a dit que ça serait peut-être intéressant aussi de regarder peut-être une trajectoire des jeunes versus quand ils rentrent dans les adultes. C'est sûr qu'en santé mentale, c'est plus 18 ans. En dépendance, c'est plus 24-25. Mais ça aussi, on m'avait dit peut-être ça pourrait être intéressant. C'est sûr que notre cohorte, là, on peut faire plein de choses intéressantes. Donc, s'il y en a qui sont chercheurs ou étudiants qui veulent travailler cette cohorte-là, vous êtes les bienvenus. Merci. Christophe, je te laisse présenter. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être une présentation de 2 heures si je fais ça. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe Huynh, chercheur d'établissement à l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, pour le prochain 3 quarts d'heure, 40 minutes, je vais torturer 4 personnes
que je vais nommer aux tables rondes. Donc, tout d'abord, Marie-Christine Brault, pilote d'orientation en dépendance. Donc, je prends place autour des chaises. Martin Camiré, directeur adjoint du continuum dépendance du CIUS, Centre de l'île de Montréal. Visiblement, ça n'a pas été écrasé par un vélo, c'est vrai. Andréane Dion, chef des services en dépendance du CIUS de la Mauricie Centre du Québec. Et Mme Lucie Hébert, chef de programme, traitement par Guinness-Sophie, Bosset et service de consommation supervisée du CIUS de la capitale nationale. Et est-ce que la caméra capte les participants? Ah, c'est pas grave, en Oui, donc Martin et Mme Acco. Alors, faut juste un petit décalage. C'est la joie du hybride, on sait jamais comment se placer en fait. J'aime avec Christine. Non, on ne rentre pas. On est là. Ben, c'est parfait. Oui, Marie-Christine. C'est bon, Hugo, on va se passer les cheveux, donc c'est bon. Donc, merci beaucoup d'être venu, de vouloir participer à cette table ronde. Et on peut enchaîner sur ce que Marie-Josée a présenté tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup d'informations. Juste pour commencer un peu, donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez constatées de la présentation de Marie-Josée, des constats, des résultats qui vous interpellent, qui vous réconfortent ou qui vous surprennent? Donc, je vais commencer déjà par Martin, qui est gestionnaire. Merci d'être volontaire. On va y aller avec Martin. J'admire ton approche motivationnelle. C'est ça que j'ai donné dans la présentation. En fait, moi, je tiens au nom de notre panel de dire que Christophe nous a torturés tout le long de la préparation. Mais merci à Marie-Josée pour son travail exemplaire avec Christophe. En fait, c'est vraiment intéressant là, parce qu'on a reçu ce feedback-là et on se reconnaissait, même si c'est 2015 et avant. Pour moi, là, il n'y avait pas de surprise, c'est triste à dire, là, mais même tout récemment, là, on a fait un petit. On est allé voir dans les dossiers, puis le DSQ nous a appelé pour nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre centre. Il y a une surutilisation de vérifier qui a des médecins de famille. Donc là, on leur a dit on veut juste voir combien de nos patients TAO sont présentement suivis par un médecin de famille. Même si on s'est fait interpeller par le DSQ, il y avait 63-62 %. Donc, c'était exactement ça. On était dans les mêmes chiffres, puis je trouve ça toujours intéressant que de grands échantillons, on reprend ça au local, puis là, on se dit, c'est le même chiffre qu'on a là. Donc, dans les premiers constats, moi, il y avait vraiment un côté pas nécessairement réconfortant, mais peut-être un peu, on parle de la même chose, c'est un portrait que l'on reconnaît. Puis, j'arrêterai là parce que Christophe a dit c'est juste une première Oui, dans le regard. Donc, on va juste se déplacer un peu de 150 km vers Mauricie. Oui, effectivement, là, ça nous parle, ces chiffres-là, ça reflète bien, je pense, la réalité qu'on vit. Je mettrais même l'accent sur la donnée démographique par rapport à l'étalement urbain, semi-urbain et rural. En Mauricie, Centre du Québec, on a une méga grande région où de l'urbain, on en a un petit peu, mais pas tant que ça. Beaucoup de semi-urbains et de ruraux. Fait que de desservir l'ensemble de cette population-là avec le bon service, adéquatement disponible, accessible, ça devient quand même un grand défi. Donc, je pense qu'il faut s'ajuster en fonction de l'ensemble des régions et des réalités. L'autre donnée qui m'a quand même, qui ne m'a pas étonnée, là, mais qui est venue mettre du sens, c'est le volet des troubles concomitants. Donc, le volet des problèmes de santé mentale qui se retrouvent dans les services en dépendance et
leur faible consultation en psychiatrie, ça démontre vraiment que malheureusement, le traitement en séquence persiste dans la culture d'intervention. En Mauricie, à Trois-Rivières, on a depuis environ un an un IPSSM. C'est extraordinaire. Quand il est arrivé, il me disait « Oui, mais moi, je n'ai pas appris ça dans mes cours. J'arrive de la psychiatrie. Nous, on traitait le problème de dépendance avant celui de la santé mentale. Là. Il était en choc. Là. Mais à force de côtoyer la clientèle, on a dit ben, on est capable de faire quelque chose quand même, puis d'améliorer la qualité de vie de ces personnes-là, même si le problème de dépendance est encore actif. Fait que je pense qu'il y a encore du chemin à faire là-dessus. Et si on se déplace encore plus vers l'Est, à Québec, qui est un capital national? Bien, en fait, moi, je trouve qu'on est extrêmement privilégié d'avoir des données comme ça. C'est moi, quand j'entends Marie-Josée dire c'est sur un échantillon de 20 000 personnes sur 20 ans. Puis j'étais à une autre présentation sur les troubles persistants. On parlait d'un épisode qui peut s'échelonner sur 17 ans, un processus qui est non linéaire, où il y a plusieurs allers-retours. C'est quand même important qu'on ait cette lecture-là un peu plus globale, puis qu'on peut voir qui est réalisée dans chacune des régions, en tout cas pour la même sanitaire. L'aspect qui vient me chercher, évidemment, c'est par les secteurs que j'ai, c'est assurément mais pour la clientèle qui est un peu plus vulnérable. Quand on voit aussi, là, je voyais 45 40 maladies chroniques. Si on associe les troubles mentaux, on va chercher un 35 2,8 de taux de mortalité. C'est quand même important chez notre clientèle. Donc, ça, comme gestionnaire, je regarde, ça me questionne toujours, est-ce qu'on n'est pas à devoir regarder la dépendance dans une approche plus de santé globale où on doit intégrer le reste? Je pense qu'on est rendu à regarder la dépendance avec un œil beaucoup plus global. Puis, je vois ma collègue qui parle d'IPS santé mentale, IPS première ligne. Comment on peut venir regarder de façon plus générale l'usager dans ses besoins? C'est sûr que des données comme ça, comme gestionnaire pour les équipes, pour essayer de camper des services qui sont vraiment adaptés à la clientèle, c'est vraiment pertinent. C'est un levier, nous, comme gestionnaire, aussi pour venir faire moi, j'appellerais ça la belle jonction entre les données, les cliniciens, parce que nos cliniciens aussi sont occupés, puis j'ajouterais aussi la partie expérientielle qui est très présente dans nos présentations, dans nos cours. Si on a ces trois aspects-là pour dire, écoutez, le 40 qui a un taux de dépendance, maladie chronique, et qui est assis avec nous, pour faire parler la donnée avec des cliniciens qui sont vraiment interpellés, puis un gestionnaire qui veut faire du changement avec ces données-là, ça nous permet ça. Très intéressant. Et là, on va aller un peu plus en hauteur dans la montagne. Donc, par rapport au ministère de la Santé et des Services sociaux, donc, Christine, tu travailles davantage par rapport à l'implantation du CKSD, donc plus pour que la donnée soit recueillie. Donc, oui. Donc, comme tu avais pu en comment tu perçois en fait tous ces résultats-là, ces constats-là, et comment tes collègues ont réagi? Ben, moi, déjà, pour avoir été dans le premier CRD local, avoir fourni une version de la BD, c'est comme wow d'avoir été cogné à 14 CRD, d'aller chercher localement 14 banques de données avec des requêtes différentes. D'être capable de les jumeler, moi, je trouve ça génial. Ce que je trouve triste, par exemple, c'est que ça pourrait être encore mieux. Parce qu'on comprendra que la dépendance, c'est moins de 1 du budget ministériel au grand complet. Fait que là, c'est comme difficile. Puis, l'exploitation de 14 données locales à mi-temps, on va dire, ben, ça va être un processus révolu bientôt. On travaille sur une banque de données commune ministérielle où est-ce que ça va être plus facile d'accéder à la donnée, plus facile de la faire parler parce qu'elle va être dans un seul bassin. Fait que ça peut juste aller mieux dans la vie. Pour les trois gestionnaires, comment vous recevez ça, cette nouvelle-là, ou ce futur-là de cette centralisation des données? Oh mon Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même des enjeux d'accès d'information, d'avoir la bonne information au bon moment. Quand la donnée se retrouve dans plein de systèmes, ça devient extrêmement compliqué. Donc, on est obligé de retarder un soin ou un service en attendant d'avoir la donnée. Donc, si ça fonctionne bien, ce nouveau
On parle du dossier santé numérique, entre autres, ben, c'est sûr que ça va grandement aider là, la qualité, je pense, des soins, puis l'adhésion même des usagers au traitement, parce qu'ils vont faire partie intégrante du dossier. Donc, on en avait parlé aussi que, bon, tu as mentionné par rapport au trouble persistant, au trouble concomitant, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui tu as trouvé intéressants? Et en fait, je m'adresse à vous tous, parce que je suis tous dans mon chapitre. Donc, plus par rapport à la qualité et l'abondance, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font parler des données de Marie-Josée? Moi, ce que j'ai vu, puis je ne suis pas clinicienne, là, je suis archiviste médicale à la base, je suis là, je fais parler de la donnée. Je poussais à l'époque les intervenants, maintenant je pousse les pilotes à pousser les intervenants, à bien utiliser la donnée, à bien stater. L'importance des stats, c'est ça que ça donne après. Là. On pousse, on est vraiment désagréable en tant que pilote quand on fait ça, mais ça permet des belles créations comme ça. Puis, j'ai perdu mon livre, c'est que je m'en allais, mais ça va me revenir. Passe à Martin. Bon, sinon, oui, tu peux y aller, Martin. Non, mais c'est correct, ça, vas-y, là. Ça, on peut toujours rebondir sur la prochaine question. Et donc, comment les résultats obtenus par la recherche peuvent maintenant vous être utiles ou appliqués selon vos mandats respectifs? Donc, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration que vous pouvez envisager pour offrir de meilleurs services? Donc, la première personne qui se sent interpellée pour arrêter. Bon, je vais arrêter de pointer du doigt devant. Si j'arrête de prendre personne. Ben, je peux. Oui. Moi, je pense que ça fait du sens sur nos portes d'accès. Moi, j'ai envie de mettre l'accent là-dessus. Oui, on parle beaucoup du no longer, mais pour ça, il faut que la personne vienne cogner. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos clientèles vulnérables qu'on voit dans la donnée. Donc, je pense que c'est à nous d'aller vers la population. Je pense entre autres la population en itinérance où on a décidé de décentraliser des intervenants CRD à même les organismes qui travaillent en itinérance pour offrir un lieu de service sécuritaire culturellement pour la personne. Donc, je pense que c'est à nous d'aller vers et non d'attendre que l'usager demande de l'aide. On le fait, on le déploie tranquillement en détention aussi. On voit qu'il y a des difficultés d'arrimage dans les sorties de détention, surtout avec les TAO. Donc, on a une infirmière qui se déplace. Même chose avec la liaison hospitalière qu'on a parlé tantôt. On ouvre des portes aussi d'accès pour les troubles concomitants, essayer de travailler des nouvelles trajectoires pour être créatifs, pour aller chercher nos grands consommateurs d'urgence, mais nos troubles graves aussi, qui ne fitent pas nulle part dans nos services. Les Autochtones aussi, on déploie des intervenants CRD dans les centres d'amitié autochtones pour offrir encore une fois une intervention plus sécurisante pour eux. Fait que je pense que l'outreach, c'est rendu à nous de le faire maintenant et non d'attendre de venir vers. Fait que je pense que ça vient faire du sens de continuer de pousser des nouvelles portes d'accès pour les services. Ben, en fait, je pense qu'avec les données, l'idée, c'est aussi, prendre un vieux dicton, agir local, penser global, là, dans le sens où il faut tous, chacun dans notre poste, utiliser ces informations-là. Utiliser les informations avec des partenaires, comme directeur adjoint, de rencontrer mes collègues des autres CIUS de Montréal, de partager cette information-là, questionner. Tantôt, je parlais de 60% des usagers qui avaient un médecin de famille. On a présenté ça au DRMG à Montréal. Les médecins de famille nous disaient ben, on ne le savait pas, appelez-nous, ça va peut-être nous aider. On devrait peut-être avoir une fiche de liaison pour reprendre. Donc, je pense que l'utilité, c'est que toute personne, que l'intervenant se préoccupe sur la notion d'abandon, qu'est-ce qu'on fait différemment dans nos équipes. Est-ce que quand un usager revient,
est-ce qu'on facilite qu'ils puissent avoir le même intervenant rapidement et éviter de passer un long processus comme si on ne l'avait jamais entendu, si on ne l'avait jamais vu. Donc, je pense que c'est vraiment toutes ces notions-là et croire que le fait que, ben oui, ça se peut qu'il revienne et c'est normal qu'il va revenir et de voir ça davantage comme finalement un processus qu'un épisode de soins qui, ça commence, puis à la fin, le dog est prêt, c'est terminé. Hein? Donc, c'est un peu ça, moi, au niveau de l'utilisation, c'est vraiment d'en faire quelque chose à tous les niveaux. Là. Oui, puis pour faire du pouce sur aussi ce qu'Andréane a mentionné tantôt avec son exemple du PSSM, régler la santé mentale en premier ou la dépendance en premier qui vient avant l'autre, faut que ça casse le phénomène des portes tournantes. Puis ça passe par le continuum, puis ça passe par aussi un processus à long terme. Là. Arrêtez de penser que ça va se régler en claquant des doigts. Là. On fait ici. Oui, donc c'était comment les résultats obtenus par la recherche peuvent être utiles ou être appliqués dans ton mandat respectif? En fait, c'est beaucoup un enjeu. Les données, on doit effectivement, comme Martin dit, les approprier sur le plan local. Mais quand on regarde le taux d'abandon qui est de 55 moi, je trouve ça énorme pour les CRD. Marc-Josée disait aussi qu'au niveau de la clientèle vulnérable, consciente à ce bassin, on n'est quand même pas pire, parce qu'il y a quand même une belle prise en charge sur le plan de la proximité. Au niveau des services réguliers, est-ce que c'est pas là qu'on doit se questionner sur les taux d'abandon? Parce qu'ils n'abandonnent pas tant les services en proximité. Puis ça concorde avec ce que je vois sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on fait en service régulier? Est-ce qu'il y a une panoplie de services qui répond à d'autres choses du continuum en dépendance que l'abstinence? Entre l'abstinence et la réduction de l'effet, il y a comme quelque chose entre les deux qui me fatigue, moi, des fois, puis qu'on ne va visiblement pas chercher dans comment aller chercher un service approprié. Si l'objectif est irréaliste, assurément, on va avoir un petit peu plus d'abandon. Au niveau de ces données-là, on a une responsabilité populationnelle, je pense, d'adapter nos offres de services, puis de regarder à la lumière des données, mais je ramène aussi à la lumière de l'expérience aussi de l'usager qui transite au niveau de nos services. Comment on fait adapter? Est-ce que je peux rebondir? Oui. Les applaudissements. On va laisser les applaudissements silencieux. Et en fait, je reviens avec l'idée de tantôt. Comment on utilise certains des résultats de votre étude en allant chercher des données qui nous parlent, dans le sens où, et on attend souvent le grand tableau de bord, la grande information, mais dans les faits, là, si on capte ça, on est préoccupé sur l'abandon, si on est préoccupé sur ceux qui reviennent, qu'est-ce qu'on fait ensemble comme équipe pour justement capter cette information-là? Je suis un peu tannant, là, je reviens toujours avec le agir local puis pensée globale, là, mais c'est vraiment ça. Puis on le voit, les équipes de liaison, ça fait plusieurs années, Marie-Louise, en 2008, 12, quelque chose de même. Ben là, finalement, à Montréal, on avait une couple d'équipes de liaison, puis des hôpitaux comme Santa Cabrini nous disaient « Mais moi, quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? » Comment on travaille ensemble pour choisir que c'est ça qu'on va mettre de l'avant? Les gens passent dans les urgences, ils ont des difficultés, puis on le voit, tout un système de porte tournante. Bien, des fois, il y a des choix aussi locaux. Puis, tu sais, on est en train de travailler justement pour qu'il y ait de la liaison dans l'ensemble des hôpitaux sur l'île de Montréal. Puis, on pense que ça va être justement l'anglicisme, un game changer pour justement capter, parce qu'encore maintenant, on sait les données, les gens se présentent dans les urgences, c'est le service qu'ils ont besoin, ils ne savent même pas que ça existe. Je peux rebondir, oui, mais en même temps faire le lien avec la prochaine question. Oui. Christophe, tu as perdu le contrôle. Merci. Par rapport à l'abandon en traitement, là, je pense qu'il faut demander à nos intervenants de façon plus spécifique qu'est-ce qui fonctionne. Pourquoi il y a des intervenants qui n'ont pas d'absence à leur rendez-vous, puis il y en a qui en ont beaucoup. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour faire en sorte que l'usager ait envie de revenir à son prochain rendez-vous? Il y a probablement beaucoup de l'alliance thérapeutique, la création de liens, l'accueil.
Puis tout ça, ben, des fois, c'est pas toujours en corrélation avec nos redditions de compte, avec les données, la performance. Donc, je pense qu'il faut aussi se questionner sur comment on peut se laisser le temps de créer ces liens-là, qui est si important, qui est un facteur pour moi le plus important dans l'adhésion. Comment on peut se donner le temps à travers nos processus pour prendre le temps de créer ces alliances-là, puis de voir dans le temps, dans la trajectoire de l'usager, dans son suivi, y a-t-il des moments critiques où là, on doit peut-être mettre d'autres types de stratégies en place pour favoriser l'adhésion? Est-ce qu'on doit être plus souple? Est-ce qu'on doit faire des relances, donner plus d'intensité, donc moduler en fonction un peu de la trajectoire? Puis je pense que ça, il faut s'y attarder de façon plus locale, puis ressortir les grandes stratégies qui fonctionnent. Mais à partir justement des constats des études de Marie-Josée, donc vous parlez en tant que gestionnaire, mais au final, ça va être les intervenants qui vont agir avec les personnes qui transitent. Donc, vous, comment vous avez travaillé avec vos intervenants pour que finalement le taux d'abandon ne soit pas aussi gros, qu'on traite mieux les troubles persistants, les troubles concomitants? Donc, vous, en tant que gestionnaire, c'est quoi que vous pensez que vous pouvez déjà faire comme premier pas à partir des données de Marie-Josée avec vos intervenants? Je rebondirai là-dessus parce qu'on ne se cachera pas, le NUSTAT, c'est plate à faire. Oui. C'est bien des cliniciens, là, c'est pas le fun à faire. Maintenant, s'il y a un sens à la SAP, moi, je peux vous assurer que si j'amène ces données-là aux cliniciens, c'est certain que ça va varier. C'est certain que beaucoup de solutions, beaucoup d'idées vont émerger. Fait que je pense que comme gestionnaire, ben, il faut qu'on ait accès à ces données-là. Il faut qu'on ait le réflexe de les partager. Puis il faut avoir le réflexe aussi de les faire parler à travers la voix. Les cliniciens qui ont déjà plein d'idées. J'en regarde quelques-uns en ce moment. Je suis certaine que ça te parle, Guillaume. Ben, c'est ça. Guillaume, vous avez vu qu'il applaudit ça. En fait, de faire le lien là-dessus, on parle de comment on traduit ça, comment on donne le sens. Hein, c'est toujours la notion de sens. Puis si on parle de chiffres aux intervenants, bien, si on leur parle d'abord clinique, le chiffre va expliquer quelque chose. On se souvient, depuis plusieurs années, on avait le fameux 15 jours, le 15 jours, puis là, on se faisait tout le monde gosser avec le 15 jours d'évaluation. Mais ce n'est pas le 15 jours qu'il fallait gosser, c'est la préoccupation que si on attend plus que 15 jours, l'usager risque plus de retourner dans les urgences, va aller moins bien, risque de rechuter, risque d'avoir des délits. Donc, ce n'est pas le ministère qu'on veut aider, c'est l'usager qui risque davantage d'avoir des conséquences. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, là, c'est vraiment l'idée de comment traduire et donner un sens au travail qu'on fait, puis à ce que les usagers, finalement, reçoivent comme service. En fait, c'est ça notre job. Bien, moi, je le mets vraiment, c'est pour ça que j'ai dit que c'est notre responsabilité de faire rayonner la donnée, puis de le prendre sous un autre angle. Puis, je vais dire que possiblement qu'on n'y arrive pas tant de la bonne façon, je dirais, parce que ça demande quand même un éditant, mais avec des données comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est quand même une responsabilité populationnelle d'entendre ça. Mais ça, on prend justement l'exemple que Marie-Josée a donné, elle a parlé justement de l'abandon, donc son étude. Si on prend ça comme exemple spécifique, justement, comment on va faire concrètement pour parler la donnée? Comment rendre la statistique pertinente et pas juste un chiffre, une job plate à faire à la fin de la journée? Moi, je crois, pour les raisons d'abandon, je me demande combien de chroniques qui sont dans les abandons répétitifs. C'est celui qui a un pattern d'être mobilisé pendant 3 mois, partir pendant 3 mois, revenir. On le ferme avec un abandon parce qu'il ne donne plus de nouvelles, mais il va revenir. Il y en a combien de ceux-là? Si on respecte la chronicité du schème clinique de la personne, peut-être aussi on va réduire le chiffre qui dit abandon. Mais ça, on l'avait trouvé, je m'excuse, oui. On l'avait trouvé, c'est un des déterminatifs, c'est une erreur très importante, c'est plus que la personne avait des épisodes en traitement. Puis même, j'avais dit comme 3 et plus, épisodes antérieurs en traitement, elle avait 50% moins de chances d'abandonner ses traitements. Donc, nous, on l'a vu dans la preuve que les chiffres parlent différemment. C'est bon.
Je vais rajouter, et puis il y a toutes sortes de façons qu'on doit capter. Tu sais, on parle de l'abandon, mais il y a aussi des dossiers qui sont ouverts, puis il n'y a juste pas d'intervention. Puis tu sais, le fameux, là, pour ceux qui connaissent CQSRD, là, le nom change de couleur là, parce que ça fait plus de 30 jours qu'il n'y a pas d'intervention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu fermes le dossier ou ça faut que tu te poses une question? Il faudrait peut-être que je leur lance si on n'a pas eu de contact ensemble dans les 30 derniers jours. Ça veut dire que là, je vais fermer le dossier, passer à un autre. C'est quoi ma responsabilité? Puis on le voit, et comme tu le démontrais, Marie-Josée, même de s'intéresser dans notre caseload, dans nos services, comment on capte là, ces interventions-là, comment on s'assure justement quand on dit prévenir l'abandon, beaucoup d'usagers, est-ce que quand il ne se présente pas, on le relance systématiquement, on lui dit c'est pas grave. Ça, c'est une pratique clinique très, très, très simple. Est-ce qu'il ne se présente pas, on fait comme on passe à l'autre, ou on essaie de le relancer, puis on dit écoute, je suis curieux, tu n'es pas venu, j'aurais aimé ça te voir aujourd'hui. Quand on consultait les usagers, ils nous disaient j'avais pas le goût, parce que j'avais rejeté, fait que si tu ne m'appelles pas, ça veut dire probablement que tu n'avais pas confiance que je revienne. Donc, il y a vraiment toute la perception. Fait que moi, j'irais même dans l'utilisation, tout ça, comment on utilise ce qu'on a parlé hier, le feedback into treatment, l'espèce de boucle de rétroaction rapide, la notion de qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas présenté. Je pense qu'il y a des stratégies très, très cliniques également qu'on pourrait jumeler avec des données. Puis, tout à l'heure, Brian, tu avais glissé un mot par rapport au dossier santé numérique. Oui. Et là, tout à l'heure, aussi, Martin a parlé que le CQSRD n'est pas l'outil le plus agréable de la planète. Mais tu dis ça, Jean? Ben, c'est ça. Entre les lignes, c'était plus ça. J'ai pas dit ça. Je pense pas. Mais c'est vrai. Mais puis avant qu'Andréane nous dise son magnifique projet là, qui va illuminer le Québec, le projet vitrine, je crois que ça s'appelle, je ne mets pas de pression. Mais en fait, il y a une différence entre, c'est peut-être pas le meilleur outil, mais je pense qu'il y a vraiment plein de choses moi, je trouve que CQSRD et toutes les bases de données, c'est comme un cerveau. On utilise une très, 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 très petite capacité parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, puis quand on se donne je dirais, le souci de le faire. Mais c'est sûr que CQSRD, c'est quand même un peu au secours. Oui. Mais en fait, je ne suis vraiment pas spécialisée au niveau du dossier santé numérique. Je pense que Marie-Christine va être mieux que moi pour en parler. J'ai de l'intérêt. Peut-être juste que la Mauricie, Santé Québec va être le projet vitrine pour le dossier santé numérique avec un CIUS de Montréal. On est la seule région qui a un CRD dans le CIUS. Donc, on sera les pionniers du dossier santé numérique CRD. Donc, on va faire honneur. Mais quand même, c'est prometteur, je crois. C'est sûr qu'on n'a pas vu la solution. On ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais en gros, l'objectif, c'est vraiment de rassembler l'ensemble des systèmes d'information clientèle, que ce soit hospitalière ou que ce soit nos banques, ICLSC, CQSRD, etc., qu'on utilise. On en utilise vraiment beaucoup, le DSQ, le DPE, etc., etc. C'est de le rassembler dans une seule plateforme où l'usager aura un accès à ce portail-là, donc sera partie prenante aussi de son dossier et la capacité de pouvoir voir en temps réel, par exemple, des résultats d'examen, etc., etc. Donc, je pense que c'est un beau potentiel qui va quand même régler plusieurs difficultés d'arrimage, de continuité de service, puis que ça va vraiment remettre l'usager au centre. Mais peut-être que Martine a plus d'infos. Tu as quasi tout dit. Je peux juste faire une grosse caricature du DSN pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. C'est un dossier d'usager, comme Marie-Christine. J'ai voyagé un peu dans la région, j'ai plein de dossiers un peu partout dans le Québec qui vont être rassemblés en un seul. Si on a une image à faire, ça serait une pieuvre. La tête de la pieuvre, c'est le gros DSN, puis chaque tentacule de la pieuvre, c'est le dossier à Joliette, le dossier à Bécamo, le dossier à Montréal. Tout va être fait à la même place. Peu importe où est-ce que je vais avoir un épisode de soins, la personne qui va me soigner professionnelle va pouvoir consulter c'est quoi ma pharmaco, j'ai-tu des radios, j'ai-tu des consultations ailleurs.
pour être capable de donner un meilleur service dans le temps requis aussi. Il n'y a plus des fameuses autorisations de AH216, toutes ces affaires-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qui va y avoir accès avec le projet de loi 19 qui va être déposé là, à l'ouverture des données parlementaires. Ben, ça va permettre à des organismes communautaires aussi de pouvoir consulter l'information, puis peut-être en nourrir un peu, mais là, je parle un peu à travers mon chapeau quand je dis ça, mais ils vont y avoir accès à certaines informations, puis ça va juste être meilleur pour les usagers tant qu'à moi. Là. Je vois que ça a déjà eu des réactions dans la salle, parce que j'ai vu une main levée complètement au fond. Oui, donc je te laisse la parole. Donc, en même temps, ça va ouvrir aussi la session pour la session de questions. Guillaume parle fort. OK, je vais parler fort. Merci. Si tu me connais, c'est dur pour moi de ne pas parler dans des situations comme ça. Merci de la présentation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Moi, je sens que ça valide quelque chose que j'observe comme clinicien. J'ai envie qu'on écoute ce que nos aînés nous disent au travers de ces données-là. Et ma suggestion, recommandation, question pour ce système d'information globale, est-ce qu'il va y avoir de la place pour les ressources des gens, leur passion, leur intérêt, leur force? Parce que là, on regarde ça, oui, c'est des gens vulnérables, mais ce sont des personnes qui ont des ressources et ces ressources-là doivent être mises à contribution de façon globale pour qu'il y ait que ces personnes-là puissent aller vers une qualité de vie. Je ne le vois pas dans ces données-là. Est-ce que ça fait partie des projets développés? Je ne suis pas sûre de super bien comprendre, mais est-ce qu'au niveau du dossier santé numérique, ou de façon plus générale? Ben, oui, au niveau, parce qu'on travaille avec ça, quand on veut aider quelqu'un à s'établir, on va juste savoir c'est quoi ses maladies, il faut savoir c'est quoi ses ressources. Mais Yann a eu une super présentation là-dessus, puis le capital de l'établissement. Mais comment on insère ça dans nos données? On a besoin de savoir. La personne qui arrive, puis qu'on sait déjà que cette personne-là arrive sur la chasse, que c'est quelqu'un qui fait de l'escalade, on peut déjà se lier à cette personne-là dans ce univers. Ça faisait partie un peu des limites que je présentais au départ sur les banques de données administratives. Hein, je vous ai dit, il y a des variables qu'on n'a pas. Comme moi, c'est sûr que je fais beaucoup dentaire aussi parallèlement. Donc, en fait, je montre des questionnaires qui sont ouverts, qui sont fermés, quelle petite quantitative avec les usagers. C'est sûr que je peux leur poser des questions comme ça pour m'intéresser à leur niveau de fonctionnement. J'ai aussi des échelles que j'utilise sur leur établissement, sur la qualité de vie. Donc, il y a plein de mesures comme ça qu'on peut aller chercher pour réussir des activités de la personne qui sont importantes, mais je n'ai pas ça dans les banques de données. Comme je disais tantôt, les variables, je n'ai pas cité sur ça, mais c'est sûr que c'est des variables, c'est le système de santé et services sociaux, donc c'est des variables plus cliniques qu'on retrouve. Malheureusement, on n'a pas la variable rétablissement et rémission. Hein? Donc, ça aussi, c'est ça, je l'avais dit, c'est vraiment clé, on n'a pas ça. Là. On n'a pas rémission, on n'a pas rétablissement. Moi, je travaille beaucoup sur des indicateurs de qualité de vie. Si on n'a pas ça, les chasses et pêches, on n'a pas ça. Donc, pour ça, moi, je pense que l'idée, c'est de travailler ces données-là avec qu'est-ce qu'on a, en sachant les limites. Comme je disais aussi, dans la limite, on n'a pas des ressources communautaires qui sont vraiment très importantes ou des ressources privées en toxicomanie, on n'a pas ça. Mais l'idée, c'est peut-être qu'on complète après avec des questionnaires où là, on va aller chercher tout ce que toi t'intéresse, qu'on pourrait compléter. Moi, parfois, je fais ça, j'ai comme une étude où j'ai mes données administratives, mais je sais qu'il y a des lacunes à ces données-là, je complète avec un questionnaire, avec qualité de vie, rétablissement, chasse et pêche, je peux le rajouter, puis même des questions ouvertes pour la personne à dire qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui est le plus contraignant, etc. Pour moi, c'était bien clair dans votre présentation, Mme Fleury. Dans l'information qu'on a sur nos gens, il faut savoir c'est quoi leur ressource de santé pour être bien, pas juste, va pas dans leur vie. Ça, oui, non, ça, mais ça, on les a pas. Ça, toi, comme clinicien, je pense qu'il faut penser sur ça, effectivement. Mais je pense qu'il y aura une place dans le dossier santé numérique où on va être en mesure de déposer soit des outils, soit des activités, soit, exemple, un calendrier de consommation ou un plan de prévention de rechute qu'on va pouvoir déposer, que l'usager va pouvoir nous communiquer. Fait qu'il va y avoir quand même un échange sur ce volet-là qu'on n'a pas dans ce qui va probablement être bonifié. Je reste attentive. Là, j'ai vu qu'il y avait deux autres questions. Donc, on va commencer par la personne au fond et ensuite monsieur qui est dans la partie. Alors, merci beaucoup. C'est super intéressant.
Moi, je ne suis pas un spécialiste en ça. Comprenez-moi si je me trompe, là, mais 70% de personnes qui présentent un trouble complémentaire de santé mentale et de dépendance, il me semble que c'est significativement plus élevé que ce qu'on connaît comme données statistiques à cet effet-là. Comprenez-moi encore. Parce qu'on est une donnée connue, là, on était plus dans les eaux d'à peu près 50%, 55% des gens. Là, on a une donnée qui nous dit 70%. La croise avec les enjeux d'accès à un psychiatre. Puis bon, c'est des données 2015. Que seront nos dernières données post-pandémie, notamment? Est-ce qu'on voit encore une augmentation de cette stage-là? Bref, moi, je projette des enjeux en termes d'organisation de services, des arrivages en lien avec nos services de santé mentale et dépendance. Je trouve ça pour juste me confirmer, voir si c'est encore. Quand même, vous expliquez comment on arrive à ce 70%-là. Le 70% ici, c'est que nous, premièrement, on n'a pas pris, parce que dans le il y en a quand même, là, on rentre des troubles de santé mentale, on n'a pas pris ça. Nous, on a pris vraiment les diagnostics médicaux. Mais c'est sûr que, tu sais, on a pris les diagnostics médicaux causés par les médecins, tout type de médecins, que ce soit dans les cliniques privées, que ce soit aussi à l'urgence, que ce soit à l'hospitalisation. Donc, on a fait tous les diagnostics médicaux causés. Et ici. Est-ce que je comprends ce moment-là? C'est sous-évalué? Non, pas nécessairement. Parce que comme moi, par exemple, je me présente en CRD, moi, dans ma banque de données, je vais regarder. OK, cette personne-là, moi, on a regardé, je pense que c'est sur 2 ou 3 ans qu'on regarde, parce que pourquoi on a pris le 2 ou 3 ans, c'est souvent aussi qu'en santé mentale, on dit que l'épisode de soins, ça dure 2 ou 3 ans, souvent. Et aussi, c'est revenu ici, c'est un indice de rétablissement. Puis on sait aussi qu'il y a une sous-évaluation des diagnostics dans les banques de données. Comme je vous expliquais tantôt, moi, je peux avoir un problème de dépendance avec toi, je me présente à mon banque, je ne suis pas là. Donc, nous, on a pris un spectre un petit peu plus grand, mais qu'on trouvait qui faisait sens. Et durant, c'est sûr que nous, on complète tout le Québec, est-ce que tu disais tantôt avec ta pieuvre, là? Moi, c'est Marie-Josée Fleury, je suis traitée au Centre de réadaptation de Montréal. Puis là, tout d'un coup, je vois à l'urgence à Granby, ailleurs. Ben, moi, je suis rentrée dans ma banque. Okay? Donc, tous les services offerts à Marie-Josée médicaux sont rentrés dans la banque, ils s'est laissé tout ça. Moi, je pense que 70%, moi, je trouve que ça. Moi, je trouve que ça fait sens, personnellement, parce qu'on a une clientèle très sévère. Il faut pas oublier que c'est un centre de réadaptation qui est très spécialisé. Par contre, qu'est-ce que moi, il me questionne un peu plus, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, c'est le 20% pour les troubles mentaux graves. Ça, je trouvais que c'était beaucoup, ça m'a étonné, parce qu'avec différentes conversations dans le passé, j'ai eu en cours de prestation des centres de réadaptation au Québec, j'avais pas l'impression qu'ils ne pensaient pas avoir autant de population des troubles mentaux graves. Il y avait aussi le 10% de personnes qui ont des troubles diagnostiqués de troubles de personnalité, qui ont sait quand ceux-là, ils présentent des qualités importantes. Comme je disais tantôt, nous, on a fait un trouble mentaux hiérarchique. Fait que, tu sais, j'ai peut-être plus comme un 25%. Parce que la plupart des gens ont deux troubles mentaux. À la fois, peut-être l'anxiété ou dépression ensemble. Là, nous, on voulait faire un profilage un peu plus en disant qu'on met des plus lourds versus les plus courants, parce qu'ils ont des profils d'utilisation de services, des profils de rétablissement qui sont différents. Parfait, merci. Dernière petite chose concernant les données d'urgence, 50%. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on est capable de raffiner les raisons de oui. Je dirais qu'on a travaillé ça avec les données SysMap que je vous présentais sur l'ensemble du Québec. On a pris d'ailleurs un rapport en français qui est facile à obtenir sur Internet. Et c'était la plupart des visites étaient pour raison de santé physique quand même. Oui. Dans l'esprit. Par contre, il faut toujours tenir en compte qu'il y a comme un sous-diagnostic des TLS dans les banques de données. On a fait l'exercice qui est quand même assez important. On peut penser parfois que les gens vont pour différentes raisons. Puis bon, c'est une raison qui est indiquée dans la banque d'urgence. Là, je vois que Valérie m'a dit qu'elle n'avait pas 15 secondes. Est-ce qu'on a fait une question ou aussi? Une dernière. Une dernière, donc on peut laisser la parole à monsieur qui avait déjà levé la main. Désolé de la tâche. C'est pas grave. Je vais vous accrocher.
Puis, je pense que ça soulève en fait un enjeu assez important aussi. Puis, il y a l'écueil possible, ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui. Donc, il faut tenir compte, je pense, dans un contexte où il y a beaucoup d'intervenants qui sont assez jeunes, assez peu expérimentés. Puis, quand si on met la pression sur les intervenants d'aller sauver des gens, puis qu'on ne leur dit pas que c'est quand même pas le vie là. Mais là, il y a un vrai risque. Parce que les gens vont tenter de prendre en charge les gens qui vont tenter de pouvoir en protection avec eux. Dans le fond, si on fait ça, il faut vraiment que les gens soient bien formés en société motivationnelle. Moi, ce que j'entends j'accompagne les équipes de techniciens, puis je me rends compte de ça. En fait, c'est que les gens prennent la pression des partenaires, puis la dépose sur les usagers, la chicane, puis là, on a un service. De ça, je pense qu'il faut beaucoup de tenir compte. C'est la même chose aussi avec la pression qui est par le ministère d'évaluer la finale des gens. Parce que si on se met à courir après le monde, pour lui forcer à aller au rendez-vous pour les autres répondre à nos statistiques, ben là, il y a quelque chose de contre-productif là-dedans, c'est-à-dire que les gens vont se sauter. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on va appeler tout